On va commencer. On a une heure devant nous. On voulait vraiment faire une présentation de 2 heures. Puis, étant donné la popularité du sommet, on a été coupé à 1 heure. Donc, notre présentation va être un petit peu plus intensive, mais j'ai réuni vraiment des invités de marque qui vont apporter leur regard sur comment on peut mieux intégrer la sexualité, les notions de genre dans les questions de la dépendance pour essayer de voir d'où est-ce qu'on part puis d'où est-ce qu'on veut arriver. Parce que, selon moi, c'est une des priorités que le plan d'action devrait continuer à intégrer ou en tout cas poursuivre son intégration, qui a été peut-être moins nommée ce matin, mais qui relève peut-être toute son importance. Je pense que tous nos panélistes aujourd'hui vont vous l'exposer, chacun à sa façon. Bonjour. Donc, depuis la thèse de Louise Nadeau, une année après ma naissance, en 1984, qui portait sur les femmes toxicomanes, on a vu des petites étincelles, des petits balbutiements, des petites réflexions sur l'intégration du genre, de la sexualité, de la diversité sexuelle et de genre dans les champs de la dépendance. On peut se demander aujourd'hui, c'est quoi les défis qu'on a à faire face? Chacun de nos panélistes vont en exposer de façon plus précise, mais j'y allais un peu de façon générale. On peut se demander, est-ce que, dans le fond, on arrive à bien faire de la détection, de l'intervention précoce, du repérage auprès des femmes enceintes? Est-ce qu'on continue à véhiculer un stigma qui est associé au genre par rapport à la responsabilité que la femme envers le bébé? Dans ce cas-ci, c'est une annonce américaine dans les années 2011. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais ça évoque un peu tout le rapport qu'on a à sensibiliser les femmes qui consomment des substances psychoactives en les amenant à vraiment avoir une réflexion sur elles-mêmes sans amener le stigma qui vient avec cette réflexion-là. Même chose avec les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, ici peut-être, par rapport à ce qui était dans la dernière diapositive aux États-Unis. Est-ce qu'on continue, même dans nos activités de prévention, de sensibilisation, éduc-alcool par exemple, à départager le sexe et le genre et l'adaptation à la diversité sexuelle de genre dans les méthodes d'intervention? Puis qu'est-ce qu'on constate? C'est que relativement récemment, jusqu'à tout récemment, pas nécessairement. C'est toujours difficile de sortir des modèles hétéronormatifs, un homme, une femme, un couple dans les annonces, ou encore de rejoindre les personnes issues de la diversité sexuelle. On voit dans la deuxième annonce des drag queens plutôt que des personnes trans dans notre façon de rejoindre cette clientèle. On peut se questionner aussi sur notre capacité à rejoindre les femmes en situation d'itinérance. Léa Frédéric va pouvoir développer un peu plus ces notions-là, mais aussi comment on adapte les services internes qui sont offerts aux personnes qui ont un problème de consommation, aux personnes qui sont de la diversité de genre et sexuelle, notamment les personnes non-binaires, trans et queer, dans la façon de départager les unités de soins. Un autre travail sur lequel, voyons, ma collègue Adèle Morvanou travaille beaucoup, c'est comment on va transmettre l'expérience des joueuses pathologiques ou des joueuses problématiques de jeux d'hasard et d'argent pour essayer de les rejoindre dans une perspective non transformative des genres et non seulement stigmatisante de ces genres-là. Donc, comment on va les chercher, les amener dans nos services? On sait qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui ont cette problématique-là de façon générale, mais on sait également qu'on a beaucoup de difficultés à rejoindre les femmes qui ont un problème de consommation. Un autre sujet qui est dans un de nos projets de recherche mené par Magali Dufour, c'est toute la notion de comment on va s'attaquer maintenant à une problématique émergente qui est liée aux jeux vidéo, à Internet, qu'on pense à la culture de misogynie dans le jeu vidéo, tout ce qui est de la culture de la masculinité qui peut être vue comme étant toxique ou hégémonique, selon les termes qu'on utilise, mais qui est véhiculée, qui est normée dans ces échanges-là. On peut penser aussi à la cyberdépendance, toute la sous-culture qui est des incels, des hommes célibataires volontaires, qui développent aussi une certaine opposition marquée face aux femmes en se regroupant dans une communauté ensemble. Donc, peut-être ça va être nos nouveaux enjeux face à la cyberdépendance dans les prochaines années pour certains nombres d'hommes par rapport à tout ça. Pourtant, en dépendance, on a commencé à faire des changements, c'est ce que nos panélistes vont vous parler, mais je pense que l'industrie de l'alcool a bien compris ces notions-là. L'industrie du jeu également, en faisant des notions qui vont être adaptées
aux populations cibles, aux femmes, aux diversités de genre, pour leur faire consommer d'autres substances, pour transformer le genre par rapport ici au rapport à la bière. Mais est-ce qu'on a les mêmes choses au niveau de la dépendance? Probablement pas. Donc, c'est probablement un point sur lequel on devrait aussi axer le plan d'action interministériel en dépendance dans la deuxième année. Un exemple de révolution sexuelle, ça a peut-être été fait auprès des personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, notamment auprès de des consommations de méthamphétamine, auxquelles on n'entendait pas parler beaucoup depuis les 4 dernières années. En fait, c'était aucunement intégré au plan d'action interministériel, aux anciens plans sur la dépendance, puis on constatait vraiment un effet important. Toutes ces initiatives-là ont souvent partie des enjeux communautaires. On pense de métamorphose avec Réseau, Monbuzz, la formation en santé publique, Chemsex 101, Contact et AIDS, communauté ACCM, qui ont vraiment fait un travail pour aussi, avec Ça prend un village, pour conscientiser les personnes par rapport à leur consommation sexualisée de méthamphétamine et les amener par rapport aux soins. Et ça a vraiment été une mini-révolution, une amorce de révolution dans ce champ-là, où auparavant, on n'avait rien dans les 6 dernières années par rapport à la méthamphétamine, alors qu'elle était bien implantée à Montréal. Cette révolution-là se poursuit. Si vous êtes intéressé, je vous invite aussi du 10 au 20 novembre une exposition développée par Olivier Perlat sur la réalité des jeunes LGBTQ par rapport au cannabis et à la santé mentale. C'est une exposition de photos faite par les consommateurs de la communauté pour vous sensibiliser à cette réalité-là. Je vous introduis maintenant à deux personnes titulaires de chaire qui vont venir vous parler un peu comment la chaire Tradis, la GID, vont contribuer à cette révolution-là dans les prochaines années. Puis j'invite tout d'abord Karine Bertrand à venir nous parler de son regard. Merci beaucoup, Mathieu. Merci aussi à tout le monde qui se rassemble ici pour réfléchir à ces importantes questions. Donc, c'est un privilège pour moi de pouvoir vous présenter la chaire de recherche sur le genre et l'intervention en dépendance. Alors, quelle est notre mission? C'est vraiment constatant ce qu'a soulevé Mathieu, d'une part, les lacunes qui existent en termes de littérature scientifique qui souvent ne pense pas du tout le genre, parfois va tenir en compte le sexe, mais pas toujours. Et donc, on a vraiment des lacunes de connaissances scientifiques sur les réalités que vivent notamment les femmes, mais aussi les personnes de la diversité sexuelle et de genre. Et on est aussi, donc, on se considère alliés, je dirais, comme chercheurs avec un ensemble de partenaires pour contribuer à changer les choses. Donc, notre mission, on travaille à augmenter, appliquer les connaissances en matière de genre et de diversité pour déconstruire les préjugés. Donc, un élément, on en a parlé ce matin, l'enjeu entourant la stigmatisation, les normes qu'on va associer à la consommation. Comment est-ce que parfois les préjugés sont plus sévères et prégnants pour certains sous-groupes qui vont cumuler différentes identités stigmatisées. C'est vraiment au cœur de nos préoccupations. Puis aussi, tout l'enjeu pragmatique. Je dirais, c'est une recherche qu'on mène qui est pragmatique, qui veut trouver des solutions avec les parties concernées, donc de développer des interventions, des services, des façons de réduire aussi les obstacles liés à l'accès aux services. Donc, on veut inclusif, accessible puis adapté aux besoins. On a 3 axes de recherche pour faire ça. Donc, on se projette en avant. On est actuellement, entre autres, pour le premier axe de recherche qui est mieux comprendre l'influence du sexe et du genre sur les trajectoires d'usage de substances et des risques qui en découlent. Bien, on a vraiment des travaux qui placent au premier plan la parole des personnes. Donc, on va aller chercher la compréhension des trajectoires du point de vue des personnes elles-mêmes concernées, avec un soin à comprendre aussi comment est-ce que pour ces personnes-là, quelles sont les normes sociales qu'elles perçoivent en fonction de leur genre, de leur orientation sexuelle, par exemple, leur identité de genre, puis comment ces dimensions-là ont été prises en compte ou pas, comment ces personnes-là se sont senties dans les services, par exemple, pour apprendre leur expertise pour améliorer les choses. C'est aussi des projets qui se veulent, qui sont participatifs, qui sont travaillés avec les acteurs terrain. On veut justement soutenir aussi le développement de pratiques et d'interventions adaptées au genre et à la diversité. Puis dans le troisième élément qui est de la mobilisation, je vais vous parler du projet GID Transforme, où on veut mobiliser donc les chercheurs, les décideurs, les praticiennes et les personnes avec expertise de vécu dans une démarche collaborative pour identifier donc des solutions concrètes qui vont intégrer, oui, les données de recherche, mais l'expertise terrain. Parce que
De fait, il y a des obstacles. Moi, tu sais, pourquoi avoir fait cette chaire-là? D'une part, au départ, tu parlais de Louise Nadeau, qui était ma directrice de recherche, puis moi, ma thèse de doctorat, ça a été de rencontrer à 2 reprises pendant 4 heures des femmes qui sont prises avec des problématiques complexes et un usage problématique de substances psychoactives pour comprendre leur trajectoire, leur propre point de vue. Ce qui m'a frappé, moi, c'est leur force et capacité. Un des éléments qu'on note, c'est beaucoup qu'on étudie sous l'angle des vulnérabilités. Vulnérabilité des personnes vulnérabilisées, vulnérabilité des femmes, elles ont aussi des forces et capacités spécifiques et on tend à peu les éclairer. Elles nous ont parlé aussi de leur sexualité, l'importance de l'usage pour également se rapprocher, avoir des relations intimes, la notion d'intimité, les enjeux de pouvoir, le droit au plaisir aussi qu'on discute tranquillement un petit peu plus au niveau des personnes de la diversité sexuelle, encore très peu du côté des femmes. C'est des enjeux qu'on doit aborder pour bien répondre à leurs besoins. Et donc, à travers aussi ces projets-là, on a pu, vous allez voir peut-être aujourd'hui, on présente les chroniques L'Invisible qui sont disponibles sur notre site web, où on a aussi des personnes, notamment des personnes de la diversité de genre qui vont exprimer la stigmatisation et même de la violence qu'on peut ressentir dans leur recours au service. Alors, parfois c'est plus subtil, parfois c'est carrément ouvert comme type d'agression, parfois les gens ne se rendent pas compte qu'ils commettent certaines agressions dans leur utilisation de services. Donc, oui, il faut documenter ces difficultés-là, mais également, ce qu'on croit beaucoup, c'est que, comme le soulignait Mathieu, il y a aussi beaucoup de sensibilisation dans les dernières années et des beaux projets, des belles pratiques, des belles initiatives qui sont déployées, mais qui sont souvent peu connues. Donc, le projet Je le transforme, ce que ça veut faire, c'est, oui, partant de ces difficultés-là, c'est un projet qui veut aller éclairer les forces et les expertises terrain, partir et donc à travers des entrevues avec des gestionnaires, des intervenants, des experts de vécu et un mapping, un sondage en ligne. On veut aller voir à travers le Québec les initiatives qui prennent en compte le genre, la diversité de genre et l'orientation sexuelle et comment ils vont réduire les barrières d'accès aux services, comment ils vont mieux adapter leur offre, qu'est-ce qu'ils font pour que leur service soit plus inclusif. Quels sont les indicateurs? Parce que souvent, on se rend compte même qu'elles sont invisibles, les populations. On ne sait pas quelle est la proportion, même juste de femmes et d'hommes. On ne documente pas nécessairement l'orientation sexuelle. Donc, il y a beaucoup de zones aveugles. Donc, on va aller voir des pratiques intéressantes, inspirantes, et on va contribuer à à les faire rayonner, puis à réfléchir avec l'ensemble des parties prenantes du terrain, incluant les personnes qui ont une expertise de vécu, pour faire des recommandations pour transformer nos services à la fois publics et communautaires pour des services plus inclusifs. Alors, vous avez la liste, le petit lien, là, je pense que Hakim peut mettre dans le chat ce lien-là que vous voyez à l'écran. C'est une façon de vous inscrire sur la liste d'envoi de la chaire GID et Tradis pour qu'on puisse communiquer avec vous lorsqu'on lancera le sondage en ligne notamment, puis on pourrait vous approcher pour des entrevues. On veut entendre vos forces, vos capacités, vos réflexions, les partager et contribuer au changement. Je te laisse poursuivre, c'est la prochaine diapo. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Je suis content de vous voir en personne depuis plusieurs années. En fait, je suis content d'être à Longueuil, en fait, parce que j'ai été formé ici, à l'Université de Sherbrooke avec Karine. Donc, voilà, c'est le fun d'être ici. Donc, je vous présente la chaire Tradis. Tradis pour Trajectoire, Diversité, Substance. Et je vais parler, en fait, la séance de ce matin s'appelle « De la grande noirceur à la révolution sexuelle ». Donc, je vais parler un peu de la grande noirceur qu'on vit encore quand même par rapport à la recherche sur les personnes de la diversité sexuelle et les gens qui consomment des substances. Donc, et voilà pourquoi cette chaire, donc parce que cette chaire-là, la chaire Tradis, elle s'inscrit dans le contexte de cette grande noirceur-là dans laquelle on vit encore. Okay? Donc, ça, vous l'avez sans doute déjà vu, je l'ai souvent répété, je vais le répéter encore, chers collègues du ministère, on va y revenir plus tard avec vous. Donc, les personnes de la diversité sexuelle et des genres ont quand même une santé mentale qui est moins bonne en général que le reste de la population. Okay? Donc, on a des difficultés en lien avec la santé mentale, davantage des risques de suicide, davantage aussi d'utilisation de substances, qui en soi n'est pas nécessairement mauvais l'utilisation de substances, mais il y a un risque aussi d'une consommation plus problématique parmi les personnes de la diversité sexuelle, plus des risques de surdose également, plus des risques d'ITSS.
Lorsque les personnes consomment, donc parfois ils se mettent plus à risque en lien avec leur consommation. Il y a une double stigmatisation, la stigmatisation parce qu'on appartient à une diversité sexuelle des gens, la stigmatisation parce qu'on consomme. Donc cette double stigmatisation-là fait en sorte qu'on va moins vers les services, qu'on se sent moins rejoint par les services offerts actuellement en dépendance. Puisque les personnes consomment plus, on voit aussi donc qu'il y a plus de difficultés pour accéder à des services, plus de risques de surdose entre autres. Les gens en général à l'université vont avoir quand même quelques caractéristiques bien particulières en lien avec leur consommation. Il y a plus de consommation de produits, donc les produits sont plus variés. La consommation se fait souvent de manière concomitante de plusieurs produits. Les gens ont moins tendance donc, à aller chercher de l'aide. Lorsqu'ils vont chercher de l'aide, leur problème de consommation est déjà beaucoup plus grave que leur père hétérosexuel, par exemple. Et dans certains groupes de la population, la consommation est associée à la sexualité. Vous savez sans doute entendu parler de chemsex. Donc, il y a aussi cette particularité-là de la consommation, mais ce n'est pas que ça. Donc, il faut faire attention à distinguer la consommation en général parmi les personnes sexuelles et des gens, et le chemsex touche une partie bien particulière de cette population. Mais surtout, dans la littérature, beaucoup d'études ont été faites auprès d'hommes gays cisgenres, donc auprès d'hommes gays qui s'identifient avec leur sexe assigné à la naissance. Donc, les autres lettres de l'acronyme LGBTQ+, habituellement, sont laissées de côté. On sait peu de choses sur la personne bisexuelle, sur les personnes lesbiennes, sur les personnes trans. Donc, même là-dessus, il y a encore une certaine noirceur parce qu'on connaît peu sur le reste des personnes à la diversité sexuelle et des genres, et ça manque encore. Et bien, évidemment, si on connaît peu, donc on a moins de services à leur offrir, et on a aussi moins de... ils sont moins inclus justement dans les programmes, dans les politiques, etc. Donc, on veut contribuer à une certaine révolution sexuelle, donc, comme le titre d'aujourd'hui, et j'ai trouvé cette image me semblait bien, en fait, ça me rappelait mon passé militant. Donc, à la révolution à laquelle on veut contribuer par la chaire. On a deux axes de recherche dans la chaire Tradis. Donc, le premier, c'est vraiment de comprendre quelles sont les interrelations entre les trajectoires de consommation de substances et les différents facteurs d'oppression auxquels les personnes de la diversité sexuelle font face. Et donc, qu'on soit un homme gay, cisgenre, une femme trans, une personne bisexuelle, on a tous différents facteurs, on a différentes caractéristiques qui font en sorte qu'on est plus souvent opprimé, en plus de notre orientation sexuelle ou notre identité des genres. Et donc, parfois, ces caractéristiques-là vont se croiser avec notre consommation de substances. Donc, un des axes de la chaire, c'est de comprendre donc, ces interrelations-là et proposer aussi des projets qui vont développer ces interventions et les évaluer, qui vont répondre donc à ces caractéristiques particulières. Donc, les projets actuellement en cours à la chaire visent surtout l'axe 1. On a quelques projets dans l'axe 2, mais on veut en fait, surtout pour le moment, se concentrer sur l'axe 1 pour par la suite proposer des projets d'intervention et évaluer ces projets-là avec une perspective surtout anti-oppressive. Et on veut aussi, avec cette chaire-là, contribuer donc à la révolution sexuelle. Vous savez là, 3 documents. Un premier document, la santé de communauté LGBTQIA2 au Canada, qui est un rapport en fait du comité de la santé de la Chambre des communes en 2019. Il y a eu quelques audiences publiques, des mémoires qui ont été présentées au comité sur la santé à la Chambre des communes. Et parmi les priorités, il y a évidemment travailler sur la question de la consommation de substances auprès des personnes de la diversité sexuelle et des genres. Et le document du milieu, c'est un document, un mémoire qu'on avait proposé à ces comités-là, justement, avec d'autres chercheurs d'un peu partout au Canada. Et le troisième, c'est le PAID, le plan interministériel, c'est l'accent hispanique qui sort, interministériel indépendance, dont on a parlé ce matin, et où malheureusement les personnes à la diversité sexuelle et des genres ne sont pas une population clé. Et là, je vous regarde, chers collègues, parce que j'aimerais bien, en fait, que vous avez vu quand même dans les diapos précédentes, il y a quand même une préoccupation importante en lien avec la consommation parmi les personnes à la diversité sexuelle et des genres. Et donc, logiquement,
d'autres rapports avec d'autres paliers gouvernementaux s'intéressent, recommandent qu'on intègre les personnes à diversité sexuelle et de genre donc, dans les programmes et dans les plans. Et donc, je pense qu'au Québec, on pourrait aussi donc, inclure les personnes à diversité sexuelle et de genre dans les plans interministériels. Et donc, ça sera aussi, je pense, la contribution de la chaire. Ce que j'aimerais bien, c'est que la chaire contribue donc à alimenter cette réflexion et à faire en sorte que, un jour peut-être, les personnes à diversité sexuelle soient incluses dans ces plans, parce que ça veut dire aussi donc, plus de financement pour des groupes communautaires, plus de financement aussi pour des projets auprès de ces populations-là. Et donc, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Et je ne vous lâcherai pas gentiment, mais j'insisterai là-dessus. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, Georges et Karine. On passe maintenant très rapidement à notre panel. En fait, on a invité 4 conférenciers et conférencières, 2 du SSS, Jocelyn Gadebois et Léa Frédéric-Rainville, Roxane Halal du GRIP et Marianne Paradis de l'AIDQ. Et on leur a posé 2 questions. En fait, quelle révolution sexuelle vous souhaiteriez voir dans le champ des dépendances? Donc, c'est quoi? Et comment vous vous y prendriez pour la voir arriver? Donc, quelque chose un peu plus inspirant, un peu plus critique aussi que par rapport à la situation actuelle. Et sans plus attendre, chacun de nos panélistes va pouvoir en parler un petit peu. Puis par la suite, pourront peut-être échanger ou répondre à vos questions si vous en avez en particulier. Jocelyn, je te donnerai la parole si tu veux. Je me permets de ne pas prendre tout ça parce que je commence à m'épancher. La question de la grande noirceur et de la révolution sexuelle, moi, je voudrais plus utiliser le terme grande noirceur par respect pour les générations qui nous ont précédé, qui ont vécu cette grande noirceur-là, mais on ne peut pas vraiment parler qu'on est en révolution sexuelle actuellement, il faut le reconnaître. Moi, quand je parle sur l'heure du lunch à nos collègues du M3S de d'autres directions, par exemple, on parle que dans les redditions de comptes de certains établissements, les ergothérapeutes ont fait acheter les Kama Sutra pour permettre de conseiller les personnes accidentées sur les positions sexuelles qu'ils ne peuvent pas faire suite à leur accident. On ne dit pas ça sur la question de dépendance. En passant, je suis conseiller en itinérance, non pas en dépendance, parce que je vais davantage parler d'itinérance. D'autres collègues dans d'autres directions, je pense à la DECAPA, donc la Direction générale des aînés et des proches aidants, dans leur plan d'action qui vient de sortir, a une orientation complète sur la sexualité et la diversité de genre. L'orientation 10 est développer des milieux de vie inclusifs et évolutifs. On parle de la sexualité des aînés, c'est d'ailleurs une recommandation du Comité national d'éthique sur le vieillissement. Il faut parler de cette réalité-là. La sexualité, ça se vit ici dans les milieux de vie, dans l'hébergement des soins de services longue durée. On parle aussi de la sexualité des autistes et des personnes aux prises avec une déficience intellectuelle. On dit une phrase magnifique qui devrait être dans tous les plans. Il est essentiel que chaque individu puisse exprimer sa sexualité de manière responsable et en toute sécurité. Ça, c'est dans le plan, des milieux de vie qui nous rassemblent. Il y a aussi tout un paragraphe sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre. On sait que c'était une revendication de la Fondation Émergence qui a fondé toute la campagne pour que vieillir soit gay. Honnêtement, je suis très jaloux. À quand on va avoir une campagne pour que consommer soit gay? Je ne le vois pas, ça. On a plutôt à faire à des campagnes qu'on nous a présentées tout à l'heure. On est à des années-lumière, je ne dirais pas des années-lumière quand même, mais on n'est pas encore dans ce là. Puis je pense que c'est important de mentionner qu'un plan d'action, en dépendance de son existence, peu importe le plan d'action, c'est le résultat d'une mobilisation de la population en premier lieu. Un plan d'action, ça se fait avec des consultations, donc c'est des groupes, c'est des groupes de citoyens, ce sont les organismes communautaires, bref, ce sont la population qui nous donne, des feedbacks sur ça devrait être quoi les priorités. J'en ai parlé à ma directrice qui, sur les 600 mémoires qui ont été déposées pour le plan d'action en dépendance, il y en a juste un qui parlait de la diversité sexuelle, de la pluralité de genre. Non, ce n'est pas encore acquis que c'est une priorité. Donc, je vous invite vraiment à ce qu'il y ait plus d'experts qui se penchent sur la question, plus de groupes qui portent cette préoccupation-là, qu'il y ait des tables de concertation aussi qui se penchent sur ce dossier-là. En itinérance, je suis encore correct dans mon temps.
En itinérance, c'est une préoccupation. La sexualité des personnes. Nous, on est encore au niveau de la campagne de sensibilisation à rappeler aux gens que ce sont des humains. Et qu'ils ont des droits, que ce sont des citoyens. Fait que là, parler à la population des besoins sexuels, on n'est pas rendu là. Pourtant, c'est une préoccupation qu'on devrait avoir parce que la sexualité, quand tu es dans la rue, ben, il y a tous les enjeux d'intimité. Si tu trouves l'amour dans la rue, où peux-tu aller? Puis la sexualité en public, ben, c'est criminel. Fait que, bon, ça a tous les enjeux au niveau de la justicialisation de la sexualité qui est là. On peut se poser aussi qu'est-ce qui se passe dans les RHI, les ressources d'hébergement d'urgence, ben, c'est plus pensé pour une personne, pas pour un couple. Je vous invite à lire, je ne sais pas encore si c'est sorti, là, mais le travail de Philippe Benoît-Côté, sexologue et qui a travaillé sur la question de la santé bien-être des hommes, sur justement, il a ramassé des témoignages de plusieurs hommes qui nous ont rapporté qu'un homosexuel, en particulier, un jeune homosexuel qui s'était dire qu'il ne pouvait pas être placé dans une autre chambre parce que la personne avait peur, qu'il cherche à avoir des relations sexuelles avec son sous-chambreur. Donc, on est là encore à l'université, puis je dois mentionner l'immense enjeu des femmes trans qui se font refuser l'accès à certaines ressources d'hébergement d'urgence sous prétexte qu'elles sont intégristes, elles se font accuser qu'elles vont sans doute vouloir violer les autres usagères du service, alors on les rejette à la rue. C'est des grosses préoccupations qu'on a et ce n'est pas considéré par la population, par exemple, comme une priorité. Donc, c'est ce que je vous inviterais à réfléchir. Ça a des impacts parce que sur la question du portrait d'itinérance, qui vient d'être paru, je fais ma petite pub, on vient de sortir le deuxième portrait d'itinérance. On dit qu'on révèle qu'il y a une surreprésentation intense de la communauté LGBT, de la diversité sexuelle, de la pluralité de genre. Pour les personnes LGBT, les personnes LGBT sont 3 fois plus nombreuses que les personnes hétérosexuelles dans la rue. Puis quand on parle des personnes trans et non-binaires, on parle de 7 fois plus de personnes trans et non-binaires qui sont en situation d'itinérance que les personnes cisgenres. Donc, il y a quelque chose là qui est préoccupant. Si j'ai un message à passer à la communauté scientifique, je ne regarde pas, je dirais que la prochaine fois que vous irez sonder les ARSA dans les saunneries, par exemple, oui, c'est intéressant d'entendre parler de cabisex, oui, c'est intéressant de parler des pratiques sexuelles à risque, mais moi, il y a une autre pratique qui m'inquiète, qui me préoccupe dans ces saunas-là, qui soulève bien les enjeux au niveau de la santé et du bien-être, c'est dormir là. Puis je trouve qu'il y a une préoccupation à voir que pourquoi il y a plein de personnes justement qui tournent vers ces entreprises-là pour aller chercher un hébergement. Je pense que comme population, on a une responsabilité vis-à-vis ce genre de questions-là. La question de savoir comment on mène la révolution, il faut commencer par se préoccuper socialement du mieux-être de tous les citoyens. Puis présenter la sexualité comme un moyen d'atteindre ce mieux-être-là. C'est ce que les collègues des autres directions ont la chance de faire. S'il vous plaît, laissez-nous la chance au ministère de pouvoir considérer le mieux-être de l'ensemble de la population, incluant les personnes en situation de silence. Merci, Jocelyn. Je te laisse la parole, Roxane. Oui. Ça peut être Léa aussi. Je me présente, Léa Frédéric Mainville, conseillère dépendance au ministère. Donc, j'ai le plaisir d'être ma collègue de Jocelyn et ravie d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, on est invité ici à la table ronde à répondre à 2 questions. Dans le fond, la révolution sexuelle qu'on souhaite voir en dépendance, puis le chemin qu'on souhaiterait prendre pour y arriver. La réponse que j'ai envie de vous proposer là, ce matin, puis Georges et Karine me l'ont très bien introduit. Je pense que la réponse se situe comment on pourrait davantage réfléchir nos services et nos politiques en intégrant davantage l'analyse différenciée selon les sexes. L'analyse différenciée selon les sexes, bien sûr que plusieurs d'entre vous la connaissez déjà, mais qu'est-ce qu'on entend par là, c'est de prendre en considération
davantage les différences entre les genres, tant dans nos planifications de services que dans notre programmation, que dans la dispensation de nos soins. C'est de raffiner aussi nos connaissances sur la réalité vécue par les femmes, mais aussi de mettre en lumière les caractéristiques et les différences entre les hommes et les femmes et d'adapter nos actions en conséquence. À l'heure actuelle, on a une opportunité cette année, comme vous savez, ce matin, ça nous a très bien été introduit par Marie-Louise. Donc, on est à la mi-parcours de notre plan d'action interministériel en dépendance. C'est donc une année forte pour faire le bilan de ce qu'on a réalisé dans les 5 dernières années en dépendance et se projeter dans l'avenir de ce qui reste à réaliser pour les 5 prochaines années, compte tenu qu'on s'est doté d'un plan d'action qui se déploie sur 10 ans. Donc, c'est une occasion pour dresser, dans le fond, un bilan des objectifs qui ont été atteints à ce jour, puis des objectifs qui restent à atteindre. Puis on pourrait les réfléchir en termes de qu'est-ce qui a été offert aux femmes à ce jour en dépendance et qu'est-ce qui reste à être offert. Donc, ça serait une partie de la réponse de comment on pourrait initier la révolution. Si on fait un bilan, dans le fond, qu'est-ce que nous dit notre plan d'action? Notre plan d'action, dans les premières pages, intègre l'analyse différenciée selon les sexes. Bien sûr, il met en lumière qu'on tente de répondre aux besoins spécifiques des hommes et des femmes dans une perspective d'égalité des sexes, puis qu'on nous invite à reconnaître les différences entre les hommes et les femmes pour l'élaboration de nos actions, pour les résultats à atteindre, puis pour réfléchir les effets qu'ont nos actions sur les hommes et les femmes et les différences qui doivent être prises en considération. On a des exemples assez concrets. Par exemple, notre plan d'action prévoit le développement de la capacité des hommes et des femmes à faire des choix éclairés en matière de consommation. Donc, on a le devoir de leur fournir une information juste et crédible pour améliorer nos interventions et nos programmes, bien sûr, dans une perspective de réduire les conséquences liées à la consommation. Mais dans une perspective d'amélioration continue pour l'avenir, comment on pourrait, dans le fond, améliorer nos programmes et nos services en dépendance en prenant davantage en considération les spécificités de genre et donc les différences entre les hommes et les femmes. Je nous invite à une réflexion commune pour comment révolutionner nos services et nos politiques. Donc, comment prendre davantage en considération les spécificités des femmes? D'abord, je vous invite à reconnaître qu'elles ont le pouvoir de choisir pour elles-mêmes. Et puis ça peut paraître une évidence là, quand on le dit et quand on l'entend, mais je vous invite vraiment à l'intégrer. Les femmes qui utilisent nos services en dépendance ont une opinion et une connaissance pour leur vécu et leur propre bagage. Je vous invite à entendre ce qu'elles ont à dire et à transmettre d'emblée les informations là, qui les concernent. Donc, ça a été nommé ce matin, encore nommé aussi par nos chercheurs. Les femmes vivent avec une stigmatisation, une culpabilité qui entoure la consommation féminine. Elles n'iront pas questionner les professionnels sur les risques associés à leur consommation. C'est à nous de transmettre d'emblée l'information et à ne pas attendre qu'on nous questionne sur l'information qui les concerne. L'utilisation des substances psychoactives par les femmes et les interventions qui sont associées sont encore aujourd'hui trop souvent abordées sous un angle de santé publique, c'est-à-dire que nos interventions qui touchent les femmes utilisatrices de substances psychoactives sont souvent axées sur la prévention des ITSS, la prévention d'un grossesse non désirée, la prévention d'allaitement à risque, la prévention d'une parentalité à risque, mais encore trop souvent, on ne parle que très peu avec elles de leur rapport au plaisir. On les amène souvent à parler de leur rapport aux drogues. On leur parle encore trop peu d'estime de soi, de relations égalitaires et d'autonomie. Donc, je vous invite à aborder ces sujets importants avec elles. De mettre bien évidemment davantage d'études spécialisées qui concernent les femmes, ce que nous a présenté Georges et Karine en sont d'excellents exemples. Mais de recenser aussi nos chiffres en termes genrés, tant dans nos recherches que dans nos politiques. Donc, c'est-à-dire d'obtenir des données qui sont quantitatives et qualitatives sur les hommes et les femmes,
de dresser un état de situation sur les hommes et les femmes en fonction là, des spécificités liées à chacun et d'analyser justement nos résultats en fonction des spécificités de chacun. En intervention, je vous invite à avoir des plans d'intervention dites féministes, donc de déterminer des objectifs et des plans d'intervention qui sont axés sur la réalité des femmes et leur spécificité. Voilà. Oui, il y a des caméras mobiles, donc on vous voit à tout moment. Bonjour tout le monde, moi c'est Roxane, je travaille au public. Donc ce que je vous rapporte aujourd'hui, c'est ça vient peut-être plus du terrain, on fait des expériences qu'on a pu vivre dans les milieux festifs dans lesquels on intervient. La majorité de notre pratique, c'est dans les milieux festifs. Donc, des échos un peu plus, on s'éloigne un petit peu plus peut-être des études du ministère, mais ça va être un peu plus ce qu'on a entendu, vu, testé sur le terrain, finalement. Puis moi, je suis là aujourd'hui pour vous parler de plaisir, en fait. Donc, je pense que la révolution sexuelle que j'aimerais qu'on voit dans les prochaines années, ça a été mentionné déjà un petit peu, je vais parler de plaisir. Je pense que ça peut cohabiter totalement avec parler de risques, parler de prévention, parler de moyens de réduire les risques. Et ça peut, je pense, être fait de façon, autant dans la façon que des sujets qu'on va aborder dans le plaisir. Donc, par exemple, une personne qui viendrait à notre pièce parce qu'on a un beau gros tableau de comparaison des substances et ça a attiré son regard, puis là, voit des tiges dentaires sur la table, se demande qu'est-ce que c'est que ça. Je n'en ai jamais entendu parler. Puis, on commence à parler de sexe oral, on commence à parler de différentes pratiques sexuelles. On lui sort la tige dentaire, on lui dit qu'il y a des saveurs différentes, puis on fait ça un peu de manière ludique, si on n'aime pas. Puis, c'est des interactions tellement riches au milieu avec les gens. Qui nous rapportent qu'en fait, rares sont les endroits où ils sont à l'aise de parler de leur plaisir. En fait, je pense que c'est un constat que sûrement plusieurs personnes ont déjà vu ici. Mais les personnes qui ont accès à ces services-là vont souvent se faire parler en premier de risques, de réduire les risques, qui est comme tout à fait valable aussi. Je pense qu'une partie du plaisir dans la sexualité, c'est aussi de savoir qu'on a peut-être réduit les risques associés aux pratiques qu'on a. Mais bref, donc, c'est la révolution sexuelle qu'on aimerait voir. Je pense que je ne vais pas voler le punch à Marianne non plus, fait que je pense que Marianne va aussi parler de l'aspect de comment on peut y arriver, en fait. Je pense à parler de plaisir, puis au final, je pense que ça revient beaucoup aux outils, comment on va s'outiller, en fait, en tant qu'intervenant. C'est sûr que si je me sens très peu outillée à parler de sexualité avec les personnes que je vois au quotidien, ça serait sûrement très difficile pour moi de rire avec eux, de leur parler de plaisir, de faire ça de manière ludique. C'est sûr que si je cherche les mots que je suis visiblement très mal à l'aise d'en parler, ce qui n'est pas un jugement de valeur, on est parfois juste pas outillé correctement, ben c'est sûr que ça va être difficile pour moi de faire ce lien-là avec la personne, de l'amener à s'ouvrir à moi sur ces pratiques-là, puis après pouvoir peut-être mieux cibler ses besoins ou même aller plus loin dans les conseils, les conseils de que je vais lui donner. Fait que voilà, je pense que de s'outiller le plus possible, puis ça ne veut pas nécessairement, ça passe pas nécessairement par les mêmes canaux pour tout le monde de s'outiller. Je pense qu'il y a beaucoup de sujets ou de sujets connexes à la sexualité qui sont abordés de plusieurs façons, soit en ligne, dans les livres, on peut en tirer plusieurs bonnes pratiques. Fait que voilà. Tu as raison. Si tu veux venir à la fin, on va vraiment voir. Oui, donc. Je travaille avec des équipes depuis janvier dernier. Mon titre est chargé de projet et d'animation communautaire pratique. Ça va être important pour la suite.
En fait, j'aimerais répondre un peu sur ce que je sais dire. J'ai fait différentes interventions, donc une majeure avec des jeunes de la DPJ. Et je me suis toujours demandé comment des adolescents, ensemble de réhabilitation, faisaient pour avoir une sexualité émancipée. Donc, ils sont hommes, femmes, et bon, il y a des initiatives, mais c'était quand même important de souligner. Donc, une des clés de la révolution ce serait en fait d'améliorer les compétences des cliniciens et cliniciennes à intervenir sur le champ croisé de la dépendance et de la sexualité, deux ensemble. Par les cliniciens et cliniciennes, j'entends tous les professionnels qui sont en lien avec des personnes qui font usage de substances, puis de la première ligne globale à la troisième ligne hyper spécialisée, donc je vais assez large. Donc, la consommation sexualisée, c'est vraiment une réalité fréquente, on peut le croire, ou en tout cas, c'est peut-être une noirceur parce qu'on le voit moins, mais on s'y attarde moins. Et généralement, je dis généralement, les intervenants, les cliniciens et cliniciennes sont moins motivés. Donc, plusieurs témoignent par exemple de leur inconfort, du manque de sentiment de confiance sur ces deux champs-là. Dans les stigmatisations aussi, fait que les personnes sont accompagnées de ces enjeux-là, mais le contexte de consommation, de contexte sexualité peuvent sentir de la honte, de l'auto-stigmatisation. Pour aider les personnes à s'ouvrir pour nous-mêmes, comme accompagnateurs, accompagnatrices, être motivés, d'être à l'aise d'aborder la question, d'être confiant au soutien qu'on peut apporter, d'accueillir, d'être capable d'accueillir aussi ce qui va être nommé. Donc, être à l'écoute des enjeux, des flux sans jugement. Je ne comprends pas comment je fais ça, mais d'abord être capable de faire la discussion. Donc, j'ai été intervenante pendant 10 ans. J'étais en première ligne en toxicomanie, jeune adulte, puis c'était vraiment un réflexe pour moi d'aborder la sexualité. Je ne sais pas pour vous. Pourtant, je n'avais pas de problème à aborder toutes les autres sphères de la vie, tous les besoins fondamentaux de l'être humain et en approche globale. Pourtant, la sexualité, c'est vraiment un besoin de base. C'est vraiment en bas de la pyramide de Maslow en plus. Donc, j'avais peut-être par inconfort, par manque de formation, par manque de compétences ou par tabou. Je ne sais pas pourquoi on le met souvent. Donc, je pense que les cliniciens et cliniciennes vont développer vraiment plus des compétences séparées, donc soit en dépendance, soit en santé sexuelle. Mais rencontrer les deux. Pourtant, c'est croire vraiment plus souvent. Donc, je le compare des fois aux autres concomitants santé mentale et dépendance, c'est souvent abordé en silo, mais de moins en moins, je sais. Mais qui mériterait en fait la sexualité et la consommation d'être abordée de front avec des traitements intégrés. Traitements, mais ça fait toutes sortes d'approches d'intervention, mais intégrés. Donc, pas en parallèle, pas un avant l'autre. Mais concrètement, la consommation en contexte sexualisé, ça se retrouve où? On a donné en contexte de fête. On a donné aussi le chemsex qui prend l'ampleur comme enjeu. Tant mieux, il va y avoir d'ailleurs d'autres ateliers sur la question. Mais aussi les jeunes qui découvrent, qui expérimentent la sexualité et la conso, qui peuvent consommer pour différentes raisons. Améliorer leur performance, réduire l'anxiété des premières fois, ou simplement activité de plaisir. Donc, on peut penser aux personnes ayant vécu des traumatismes sexuels qui vont sentir le besoin de consommer pour contourner contourner en fait les conséquences de leur traumatisme. Donc, les femmes avec des victimes de violences sexuelles, les communautés autochtones, les personnes qui vivent ou qui ont vécu l'exploitation sexuelle, les personnes de la diversité des genres sexuels. Donc, on parle aussi beaucoup de la notion de consentement quand on consomme. C'est une notion très, très floue qu'il faut s'y attarder. Donc, ça touche vraiment une grande diversité de personnes et de contextes. Donc, ça peut vraiment répondre à plusieurs besoins. Il faut s'y pencher. Il est temps d'en parler de façon ouverte et de reconnaître que les besoins sont associés, non simplement à maximiser les plaisirs aussi. On en parle souvent en termes de risque. On le nomme hier. Un des chemins à prendre,
serait que la communauté de pratique intersection. Voici c'est en fait ce qu'on met. Qui la connaît, la communauté d'intersection? Quand même beaucoup. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le concept? 15 minutes? Tout. Ça va très vite. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec le concept de communauté de pratique? Je vais quand même expliquer, oui. Je vais quand même expliquer, c'est vraiment l'idée, c'est que les personnes qui se regroupent, je ne vais pas élaborer là, parce que je commence à me connaître la communauté de pratique, mais c'est partager et apprendre les uns des autres. C'est vraiment dans l'idée d'une construction du savoir horizontale. Donc, on a des chercheurs, on a des personnes cliniques, on a des parents aidants, on a des personnes du réseau, on a des personnes, ça fait 6 mois qui ont l'expérience, donc qui en ont 10, mais tout le monde peut apprendre des autres. Donc, c'est vraiment dans l'interaction que les gens vont apprendre, ils vont développer ensemble des bonnes pratiques, ils vont se partager, par exemple, des expériences, des modèles, des outils, dans l'expérience tacite aussi, hein, vraiment de ce qu'on vit comme, sur le terrain comme expérience qu'on va apprendre. L'intersection est lancée depuis, je devais relancer, depuis le 29 septembre dernier. Puis je vais juste faire le petit historique là, parce que c'est intéressant de voir ça s'appuie sur quoi, l'intersection. On voit l'idée à Jean Dumas qui a réalisé une étude de besoin en 2015 dans le cadre d'une recherche postdoctorale en psychanalyse. Et on avait des chercheurs associés, dont Mathieu, Georges, Karine ici. En fait, dans cette étude-là, il a questionné les intervenants en dépendance, en santé sexuelle, les deux, sur l'interprétation de leurs compétences à intervenir dans le champ croisé. Mais là, on spécifiait, par exemple, une population GBA-ça. Il a constaté que c'est assez minime, qu'il y avait un besoin de formation, puis qu'il y avait un manque de confiance à intervenir là-dessus. Puis, il a questionné sur l'idée d'avoir une communauté de pratique pour répondre en partie à ce besoin-là. Puis, c'était oui. Ça s'est avéré une initiative intéressante. La LDQ a voulu confier le projet, puis on a décidé d'élargir, en fait, pas seulement aux populations GBA, mais on a vu qu'il y a des besoins ailleurs. Donc, on a élargi, en fait, vraiment le champ croisé de la sexualité, de la consommation dans plusieurs sphères de la population du Québec. C'est ça. C'est ça, en fait, ça fait 2015, ça paraît loin, mais on voit vraiment que sa pertinence est encore d'actualité. Puis, ben, le but là, de la sanction, c'est vraiment de réunir plusieurs diversités d'acteurs actrices. Là, on a déjà 37 personnes. On aimerait ça que ça soit plus vite pour faire une évolution. Donc, on aimerait ça vraiment aller regarder plusieurs milieux. On a des gens du réseau, du privé, on a du communautaire, de plusieurs postures, des sexologues, en dépendance. Mais en fait, vous êtes ici, la question vous interpelle. Donc, clairement, il n'y a pas de sentiment d'imposteur à avoir ici à venir rejoindre la communauté pratique, vraiment pas. Je pense que vous allez trouver une richesse en brisant avec d'autres personnes, comme on le fait aujourd'hui. Si vous avez besoin de plus de questions, faites-le au kiosque, la LDQ, il y a tout ce qu'il faut. Vous pouvez écrire votre nom pour en savoir plus aussi. Intersection.org, vous pouvez avoir plein d'informations. Ce que ça offre à Intersection, c'est une plateforme d'échange. Donc, il y a des forums, il y a un centre de documentation qui est en mouvement parce que c'est les membres qui nourrissent. Il y a des activités qui sont basées sur les besoins des membres. Là, c'est comme la première année, donc on s'est lancé. Après ça, maintenant, ça risque de peut-être changer. C'est 5 rencontres virtuelles avec des animations qui favorisent l'intelligence collective. On a 2 webinaires de formation là, pour la cohorte de l'année et la cohorte, la période d'inscription finit le 15 novembre. Donc, faites vite. Mais ce serait vraiment une belle option pour. Puis juste pour finir l'intersection, on a plusieurs à y réfléchir, mais on a choisi comme slogan à la croisée des plaisirs. Donc, c'est pas pour rien, c'est qu'on peut parler des risques certainement, mais en réduisant les risques, on utilise les risques. Il nous reste, je pense, environ 10 minutes.
Oui, pour poser des questions à nos panélistes, pour partager aussi si vous avez des pratiques révolutionnaires en groupe. Je vais aussi prendre des... j'ai ma modératrice. C'était juste pour web. t'aider, excuse-moi. Karine va Je vais pas m'aider déconcentrer. Jean-Sébastien. Oui, merci beaucoup. C'était super intéressant. Commentaires ou questions, commentaires. J'ai vraiment aimé beaucoup ce que Jocelyn a dit consommer peut être OK. Puis Roxane, parler d'abord de test, j'en profite pour faire un lien éditorial. On devrait faire exactement la même chose avec la preuve. Pareil, pour moi, drogue et sexe. Ma question, la stigmatisation, c'est super important. Je suis en convaincu que c'est un déterminant social de santé plus important que l'usage de drogue puis que tout le reste, et que ça devrait être la top priorité. Je trouve personnellement qu'il ne faut pas hiérarchiser les oppressions et les discriminations, mais que tout ce qui est pratique sexuelle minoritaire, BDSM, kinky, non-monogamie, l'hypersexualité, c'est souvent négligé quand on parle de diversité sexuelle et de genre, même. En tout cas, je pense que j'ai compris que vous avez des suggestions, mais moi, c'est une question pourquoi on néglige. Trouvez-vous qu'on néglige ça? La suggestion, il me semble que c'est lui qu'il faudrait agir là-dessus. Parce que je trouve que, par exemple, les pratiques de DSM, c'est plus stigmatique la consommation de drogue que bien d'autres affaires. Est-ce qu'il y a une Je ne sais pas si on peut dire que c'est plus stigmatisé que la consommation des drogues. C'est sûr que c'est une pratique qui demeure stigmatisée, qui demeure tabou, méconnue. Je pense qu'à l'intérieur même des communautés, il y a quand même certains préjugés face à ce type de pratique-là. Je n'ai pas de données pour dire est-ce que c'est plus stigmatisé ou pas. En revanche, il y a des sous-cultures des consommations ou des pratiques kinky, justement, sont mises de l'avant, où il y a du partenariat, etc. Et je pense que ça fait partie. Il y a actuellement un pan de recherche sur la sexualité et la consommation qui s'appelle le Critical Chemsex Studies, où on met justement en question l'hétéronormativité des pratiques sexuelles, même à l'intérieur des communautés LGBTQ+, où on questionne le regard qu'on pose sur la consommation en contexte de sexualité, comme quoi, par exemple, les substances font partie de la sexualité parfois dans certains groupes, et que les personnes s'en est inquiétées jusqu'à tout récemment. Donc, je pense qu'il y a quand même de plus en plus de réflexion là-dessus. Et je crois qu'il faut quand même continuer à se poser la question, effectivement, parce que ça constitue aussi un autre élément, un autre frein éventuellement pour accéder à des services, pour justement dévoiler ces pratiques sexuelles par cran de stigmatisation, etc. Donc, je suis d'accord avec toi que oui, je pense qu'il faut documenter davantage ce là effectivement. Mais je ne pourrais pas personnellement dire encore si c'est plus stigmatisé que les cours qu'on avait des milieux communautaires, quand ils nous ont approchés pour les premiers projets, c'était vraiment, on n'a pas beaucoup de difficulté à parler de la diversité des pratiques sexuelles. C'est commun, les hommes de la diversité vont en parler autour d'un restaurant, mais ils ne parlent pas de leur drogue. Ça, c'est encore plus. Ça, c'était l'écho initial qui a démarré beaucoup de projets qu'on a en tant que tel. L'autre aspect dans le projet de Maxime Blanchette, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, c'est qu'il y a une normativité liée à la diversité des pratiques jusqu'à un certain point. Donc, certaines personnes de la communauté se faisaient dire c'est quoi ton fétiche, c'est quoi ton il fallait comme avoir c'est comme une pression d'avoir une pratique diversifiée, alors que si on dit moi, je suis en couple et j'ai une pratique sexuelle relativement plate, on va être contre-stigmatisé. Maintenant, au niveau des services, je pense que là, tu as raison de dire il n'y a pas encore cette ouverture-là à la diversité des pratiques sexuelles, mais il n'y en a pas non plus par rapport à la sexualité. Donc, est-ce que c'est comme le deuxième niveau qu'on devrait atteindre? Moi, je pense que oui, parce qu'il faudrait commencer par une sexualité un peu plate, mais quand même de la sexualité, puis après ça, peut-être qu'on ira un petit peu plus diversité. Si je peux me permettre de juste rajouter aussi que je pense qu'il y a quelque chose avec le fait que c'est la stigmatisation. Je suis vraiment d'accord avec ça. Mais je ne sais pas si c'est peut-être au-delà des pratiques, c'est-à-dire que je pense qu'il y a quelque chose à voir avec
ne pas faire de mauvais jeu de mots, avec l'intersectionnalité. Mais c'est-à-dire que je pense que parler de sexualité, parler de kink, parler de drogue, ça va être vu et reçu et perçu différemment dépendamment de qui en parle. Oui. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut aussi garder en tête et je pense que ça va être quelque chose qu'il va falloir qu'on discute aussi dans toute cette révolution qu'on veut faire. Parce que je pense que même nous, en tant qu'intervenants, intervenantes, ou peu importe notre domaine de pratique, ça influence aussi à qui on va en parler, comment on va en parler, puis qu'est-ce qu'on va leur dire sur la sexualité. Je pense que cet aspect-là, c'est important de s'en jaser justement, par exemple, en communauté pratique, des choses comme ça, pour qu'on puisse ouvrir finalement un peu plus le champ des personnes à qui on va en parler, puis comment on va en parler. Peut-être pour ajouter de façon complémentaire, je trouve c'est important, on discute la stigmatisation en lien avec la sexualité. Peut-être un mot sur les femmes aussi. Nommer que pour moi, le tabou, pour moi, est encore plus grand quand ce qui entoure la sexualité des femmes. Ce qu'elles vont nous dire dans les récits, notamment, quand on leur parle des normes sociales de genre, elles vont nommer le fait, par exemple, dans les normes qu'elles trouvent difficiles, quand je consomme, je deviens un objet sexuel. Donc, le fait que si je parle de sexualité, ou même si je consomme, j'envoie un message, le besoin de sécurité. Bref, il y a cette idée que d'être vraiment mal vu quand ils consomment, d'être mal vu quand elles expriment d'une manière ou d'une autre leur sexualité. Ça ressort de leur récit. Elle parle beaucoup de besoin de sécurité dans les services, entre autres d'être capable, entre femmes, d'avoir aussi l'inclusion des pairs dans les services, que ce ne soit pas nécessairement exclusivement que pour femmes, mais qu'il y ait au moins un espace sécuritaire parce qu'il y a des enjeux de pouvoir entourant la sexualité. Puis peut-être un élément aussi qui n'a peut-être pas été abordé en ce moment, tant chez les personnes de la diversité sexuelle et de genre que chez les femmes. Bien, il y a le plaisir, il y a aussi des histoires de trauma qui sont de façon particulièrement importante chez les personnes qui consultent avec un usage problématique. Puis ils ont besoin d'un espace sécuritaire, une sensibilité aussi à ces sujets-là qui aussi... est-ce que c'est un manque de formation? Moi, ce qui m'a toujours frappé, quand j'ai commencé en recherche, c'était sur la thèse de doctorat de Magali Dufour sur la résilience des victimes d'abus sexuels. Je posais des questions hyper précises pour un outil de mesure. Moi, je percevais des sujets difficiles. Le nombre de fois, je me suis fait remercier parce qu'elles avaient une place dans un lieu sécuritaire pour parler de leur abus, malgré des questions que je trouvais intrusives, mais qu'on faisait avec doigté. Tout ça pour dire que même juste l'espace pour être entendu sur aussi les expériences de trauma, c'est souvent vécu difficilement. Rapidement, je ne suis pas formée, je vais te référer, ou on n'est pas là pour ça, etc. Ça retraumatise aussi les personnes. Donc, cet enjeu-là de stigmatisation est important sur l'ensemble de la sexualité de façon particulièrement importante, je trouve, pour les femmes aussi. Est-ce qu'il y avait un autre commentaire, une autre question? Oui. J'ai une question, en fait. Je suis vraiment dans offrir des services qui, dans mon CIUS, ça semble être une grande bataille pour offrir des services en lien avec la sexualité. Je trouve qu'on ne fait pas de dépistage, on ne fait pas d'évaluation, on ne fait pas de soins. Je veux dire, notre propre institut de recherche est ici vraiment d'accord en fait de trouver des services. Le ministère est d'accord. Je veux dire, je ne sais pas où ça bloque. Mais tu sais, comme on est plusieurs sexologues cachés sous un titre d'ARH, de personnes genre à l'aise de discuter de la sexualité, de donner de la formation, de faire en sorte que ça débloque un jour, genre qu'on arrête de chialer de rien. Mais je ne comprends pas, honnêtement, où ça bloque, pourquoi on va offrir des services aux usagers qui en demandent, aux équipes qui se sentent comme un peu dans le champ gauche, si je peux dire, puis on n'arrive pas à et honnêtement, je ne sais pas où ça bloque, je ne sais pas si quelqu'un qui se réponse, mais j'aimerais bien ça l'avoir. Peut-être, oui. Un élément, mais je te laisse répondre. Un élément qui me vient, en tout cas, c'est de positionner la santé globale, la santé sexuelle comme faisant partie, comme le disait Jocelyn tantôt. On a tendance à voir une approche qui cible vraiment la consommation, le rétablissement en lien avec la consommation. Fait qu'il y a peut-être un enjeu de culture à renommer puis ramener l'importance de travailler avec la santé globale et que la sexualité en fait partie. Je n'ai pas une réponse très précise sur, je sais pas, mais il y a une sensibilité à y avoir sur cette approche globale-là qui est de plus en plus mise de l'avant, mais qui a un écart en tout cas entre la pratique et ce qui est véhiculé. Mais je trouve important d'entendre, en tout cas déjà aussi au niveau des plans d'action. Je pense que il y a l'imputabilité, un élément peut-être plus pointu.
Influencer les plans d'action, je pense qu'il y a là un appel à écrire des mémoires et oui, on essaie de pousser notre voix, mais quelque part, quand on arrive avec des indices, des indicateurs d'imputabilité pour les gestionnaires, où on leur demande, moi, une des recommandations que je veux faire au mi-parcours, c'est d'avoir des indicateurs d'imputabilité sur demander aux gestionnaires de regarder les barrières à l'accès pour les femmes, les personnes de la diversité, puis les stratégies concrètes pour réduire les barrières à l'accès. Il faut peut-être aussi positionner cette question de santé sexuelle de façon plus claire. Si ce n'est pas formalisé, s'il n'y a pas d'indicateur de suivi de performance, souvent c'est tombé dans le vide et on ramène les priorités ailleurs. Ils sont quand ces indicateurs de performance? Je vais Peut-être juste dire que l'EISD, l'échelle d'évaluation en dépendance, va inclure des éléments sur les conséquences au niveau de la sexualité un peu plus globale que ce qu'on avait et sur les motivations sexuelles. Donc, ça va déjà permettre de documenter un peu mieux cette sphère-là. Puis, les analyses préliminaires des échantillons de validation laissent entendre que c'est vraiment associé à la dépendance. Donc, ceux qui ont une dépendance ont aussi des besoins au niveau de la sexualité, donc ça va sortir à ce niveau-là. Une fois que ça va être sorti, on va être capable de dire un peu comme on va dire que l'emploi, on a développé une équipe spécialisée en emploi, une équipe spécialisée en justice, peut-être qu'il va y avoir une équipe spécialisée par rapport aux besoins relatifs à la sexualité. C'est capable d'avoir dans l'ensemble du justice. J'ai aussi la reconnaissance du site de sexologue dans les CRP, qui est une bataille, je pense, constante, là, au sens où c'est comme si on avait gardé la tête sous l'eau par rapport à tout ça en disant ça n'existe pas, on les déguise, on ne veut pas qu'ils réalisent leur mandat en les mettant sur RH. Je pense que c'est la volonté derrière. Mais ça, je pense que c'est une lutte interne qu'il faut continuer au niveau des relations de travail. Ça touche les syndicats aussi, ça touche les ordres professionnels, ça touche aussi des mandats. Vas-y. En complément de la réponse de Karine, je pense que ce matin aussi, j'aurais aimé entendre les gestionnaires sur la question que tu amènes, Chani, parce que on est d'accord, on te parle d'un point de vue ministériel, on pense des points de vue cliniques, des points de vue de la recherche, mais là, on n'entend pas le point de vue de la gestion. Comment l'offre de service se déploie réellement sur le terrain, puis après, comment sont gérées les équipes. Je vous donne l'exemple de ton CIUS. Ce matin, dans les mesures de soutien qui ont été présentées, dans les mesures de soutien clinique, celle qu'on vous a dit, la table des gestionnaires cliniques et organisationnels en dépendance, qui est un lieu, dans le fond, où les gestionnaires en dépendance du Québec se réunissent, partagent leurs connaissances avec l'aide de l'ID, puis échangent entre eux sur leurs défis de gestion en dépendance. Je pense que ce sujet-là, à la table, la sexualité dans nos services, comment ça se déploie, quelle est l'offre de service, quels sont nos indicateurs de performance, qu'est-ce qui est indiqué dans notre plan d'action par rapport à ça, pourrait être un sujet à la table des gestionnaires cliniques pour qu'entre eux, il y ait cette conversation-là, comment ça se déploie au sein de nos services, puis comment on intervient, nos cliniciens, comment ils interviennent sur la question. Je pense aussi à un autre facteur, puis là, peut-être que je suis à côté de mes pompes, mais j'ai l'impression aussi que la pénurie personnelle fait, dans les services santé sociaux, fait qu'on engage beaucoup sous le titre de ARH parce que là, il faut du monde pour être intervenant psychosocial. Puis l'expertise sexologue, peut-être finalement se perd là-dedans, il y a peut-être de ça. Mais en tout cas, j'invite les gestionnaires à réfléchir sur la question sexualité-dépendance, puis même à en parler entre eux. Ouais, je suis vraiment tout à fait d'accord. Peut-être qu'on a presque tout le temps, mais effectivement, je pense qu'il faut nommer, comme il faut nommer des populations, il faut nommer aussi la question de la sexualité dans les documents gouvernementaux, effectivement. Puis, je suis d'accord aussi qu'il faut donc plus de mémoire, justement, en lien avec la diversité sexuelle des genres, mais il faut aussi ne pas s'oublier de solliciter les principaux acteurs, justement, de la diversité, de la sexualité pour le renouvellement du plan interministériel en dépendance pour que ces gens-là soient au courant et qu'ils puissent se mettre de mémoire également. Donc ça, il ne faut pas l'oublier aussi. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci à nos panélistes.